Week-end. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal régional. Voici les titres. Balayer les idées reçues sur la chasse, c'était l'objectif de l'opération nationale Un dimanche à la chasse. Dans la région, le département de la Haute-Savoie faisait office de novice à l'occasion de sa première participation à cette journée. Relooker, voire réinventer, l'orgue nouvelle génération est arrivé. Le modèle que vous allez découvrir dans ce journal est unique au monde. Pour l'admirer et surtout l'écouter, nous vous conduirons jusqu'à l'église Saint-Laurent à Bourdoisan dans l'Isère. Enfin, nous parlerons sport avec vous, Frédéric Lefrançois. Alors, que nous avez-vous concocté ce dimanche? Écoutez, c'est promis juré, nous ne parlerons pas de choses qui fâchent, donc nous ne parlerons pas de rugby ce soir. En revanche, nous ferons le tour des autres disciplines avec du hockey, de la boxe, la revue du web. Et puis ce soir, notre dossier sport nous fera passer de 0 à 100 km/h en un peu moins de 2 secondes. Nous découvrirons le rallycross avec Guerlain Chichery. Le pilote savoyard prépare le Dakar, mais s'éclate aussi comme un petit fou au volant de ses voitures survitaminées et décoiffantes. Merci Frédéric, à tout à l'heure. Accueillir des non-chasseurs le temps d'une matinée, c'était le but de l'opération Un dimanche à la chasse. Objectif, accompagner des chasseurs et découvrir leur passion en toute convivialité et surtout en toute sécurité. Reportage Marion Feutry avec Christelle Nicolas. Donc il va y avoir un tracker. 7 heures, le rendez-vous des chasseurs annéciens et leurs invités du jour. En présence du gibier, identifier formellement le gibier avant de le tirer. Comme avant chaque battue, les règles de sécurité sont longuement énumérées. Dans l'assemblée, une quinzaine de novices, comme Amar. Moi je suis un citadin, mais aimant la nature et curieux de connaître plus. Attends. Pour cette expérience, Amar accompagne José, chasseur chevronné. Premier enseignement, l'arme du tracker doit être déchargée lorsqu'il se déplace. Nous, on intervient seulement au dernier moment. On chasse, carabine déchargée, tout le temps. On charge seulement si vraiment c'est nécessaire. Dans la battue, le rôle de José est clair, rabattre le gibier en direction des chasseurs postés à des points stratégiques. Le tout en restant très attentif, car le secteur est fréquenté par les joggeurs et autres amateurs de champignons. On doit cohabiter avec les promeneurs. De toute façon, on sait qu'ils sont là. C'est pour ça qu'on doit justement identifier avant de tirer ou de prendre le fusil ou faire quelque chose. C'est pour ça que c'est là la sécurité. Ce dimanche, José ne traque pas seulement le sanglier ou le chevreuil. En partageant sa passion, il chasse les idées reçues sur son sport. Ok, donc un animal qui passe comme ça, ou ce qu'il y a... Derrière ? Tu peux pas? Non, tu tires pas. Moi j'avais une conception de la chasse, on arrive où un animal, puis boum, on tire. Réflexe, voilà, et là je me rends compte qu'il y a vraiment des règles à suivre, c'est dirigé, c'est contrôlé. Et lorsque vous appliquez les consignes de sécurité, vous êtes pratiquement au 0% de possibilité d'accident dans la mesure où vous observez les consignes de sécurité. C'est pour ça qu'il faut rabâcher, au même titre que la sécurité routière. À l'issue de cette partie de chasse, pas de prise, mais un chiffre à retenir, 130, le nombre d'accidents de chasse chaque année en France, 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Vous en avez peut-être entendu parler depuis le début du week-end, la consultation, le référendum du PS ou que pensez-vous d'unifier la gauche avant les élections régionales de décembre? Avant d'avoir une réponse sur le sujet, c'est d'abord l'organisation de ce scrutin qui incite au scepticisme. À Ambiance, ce matin sur un marché de Grenoble avec Nathalie Rapuc et Vincent Abran. Donc merci de bien mettre le nom, le prénom, un mail si ça ne vous ennuie pas. Pas d'isoloir, ni besoin de pièces d'identité. Un vote pas très conventionnel pour ce référendum organisé par le Parti socialiste. L'objectif, faire barrage à la droite. À voter, merci d'avoir participé. Ça me semble important qu'il y ait une certaine unité, étant donné qu'en ce moment il y a quand même des réactions, on va dire, un peu de droite, voire d'extrême droite, qui ne sont pas forcément très plaisantes. Donc ça pourrait être intéressant justement d'avoir une unité au sein des partis de gauche. La France se replie sur elle-même et les socialistes ont une bonne part de responsabilité là-dedans en faisant une politique soi-disant de gauche mais qui n'a de gauche que le nom. Et je trouve, même si l'initiative est louable, je trouve quand même dommage qu'on en arrive là. Sur le domaine universitaire ou sur la place publique, depuis 3 jours, une quarantaine de bureaux de vote mobiles sont mis à la disposition de la population et pour le Parti socialiste, la participation est encourageante.
Franchement, c'est une réussite. Les militants sont mobilisés, en tout cas, dans l'ensemble du territoire de l'Isère. Au-delà du résultat final, pour moi, c'est déjà un succès. Ouais. Mais à quelques mètres de là, des tracts sont distribués au nom d'un autre rassemblement. Des militants de gauche et des écologistes déjà unis en vue des élections régionales 2015. Je ne vois pas du tout la pertinence de refaire un référendum qui finalement a déjà été fait et a déjà eu ses résultats. Donc peut-être un coup de com', je ne sais pas, mais je ne sais pas s'il est très réussi non plus. Selon les premières estimations, 3000 votants ont participé en Isère. Reste à voir si un vrai rassemblement de gauche est possible pour les élections régionales les 6 et 13 décembre prochains. Réputée, vantée, certifiée, la noix de Grenoble porte haut son AOC depuis 1938. Elle s'exporte à merveille et se consomme davantage chaque année. Partons à présent au cœur du terroir dauphinois où cette célèbre noix a conquis ses lettres de noblesse. Regardez. Entre plaine et colline, au pied du massif du Vercors, le terroir de la noix de Grenoble. 7000 hectares, des noyers à perte de vue, une culture de tradition depuis la fin du 19e siècle. C'est à l'automne, à la saison des pluies, que l'on sollicite les arbres. Quelques secousses sans dommage, signe qu'il est temps pour la noix de se mettre à terre. Le ramassage mécanique dure environ 3 semaines. Les noix vont sur une chaîne que vous avez à l'arrière, avec une souplerie qui permet d'éliminer les feuilles. La famille Convert fait partie des 1000 producteurs de la région. Verse. Il y a du bois, il y a un peu de la terre, on va les laver. Les noix sont donc lavées à l'eau claire, puis triées et enfin calibrées. Alors la qualité de la noix de Grenoble cette année est très très bonne. On voit que le cerneau est très blanc. Le mois de septembre a été propice à un bon développement du fruit. De la qualité, mais des quantités limitées. Ces noix seront vendues en grande surface, 6 à 7 € le kilo. Une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Oui. Bonjour madame. La noix se cuisine. Merci beaucoup madame. Bonne journée à vous. Essentiellement en pâtisserie. La recette du fameux gâteau aux noix est l'une de celles que les apprentis apprennent ici en premier. Un mélange de blanc d'œuf en neige, de farine et sucre glace, de noix broyées et de poudre d'amande. Il faut faire ça très délicatement pour pas que mes blancs en neige retombent. En petit ou grand format, le gâteau est cuit 30 minutes, puis recouvert d'une pâte pralinée, d'une pâte de noix et enfin d'un cerneau. Autre classique de cette pâtisserie grenobloise, un mélange de pâte d'amande et de noix macéré dans du sucre candi. La noix se marie également à merveille avec le chocolat. Elle se déguste enfin en bonbons parfumés aux liqueurs de la région, le génépi ou encore la chartreuse. Cette semaine, la ville du Puy-en-Velay, en Auvergne, accueillait le 31e congrès de l'ANEM, l'Association nationale des élus de la montagne. Au-delà des débats, une nouveauté a été révélée, le lancement du label Village Ami des équipes de France de ski. Un concept développé avec la Fédération française de ski qui cherche à optimiser ses soutiens et ses partenariats. Les villages pourront arborer ce label moyennant une cotisation. Parmi les premiers intéressés dans la région, l'Alpe d'Huez en Isère ou Bonneville en Haute-Savoie. Retour en Isère pour débuter cette page de sport avec vous Frédéric. Alors on ouvre la marche avec du hockey sur glace, c'est déjà une mauvaise nouvelle. Oui, hier soir, les Grenoblois accueillaient Rouen pour un match au sommet et après 3 victoires consécutives, on pouvait dire que les Grenoblois pouvaient continuer sur leur lancée. Mais les Dragons en ont décidé autrement, ils ont brûlé toutes les ambitions grenobloises et ceux-ci ont perdu sur le score sans appel de 4-1. Résumé du match, Jordan Guéant et Maxime Kemener. Grenoble plombé par les siens, une triste conclusion. 3e tiers-temps, Rouen mène déjà 2-1 quand les frères Treille et Antonin Manavian crucifient les espoirs isérois. Tous 3 sont d'anciens Grenoblois, mais à Pôle Sud, les Rouennais n'ont pas eu à forcer face à des brûleurs parfois transparents. Ça fait quelques moments maintenant, on attend, après certains joueurs des Pémodou, ça va arriver, il n'y a rien qui se passe.
Hier soir, tout avait pourtant bien commencé. Une ambiance de fête, Grenoble pouvait célébrer la 1000e victoire de son histoire. 7e minute, les brûleurs ouvrent la marque. Peter Kaluch fait vibrer Pôle Sud. Mais ensuite, plus rien, ou presque. Même aidés par 10 minutes de supériorité numérique, les BDL ne marquent plus. Pire, Rouen revient avant de prendre le large, 2-1 à la fin du premier tiers. Grenoble a fait un bon premier tiers quand même, ils sont venus assez forts. Après, nous, c'était, je pense, un bon match à l'extérieur, comme on doit les jouer. On n'a rien essayé de faire, on n'a pas essayé d'être spectaculaire, on a essayé de ne pas trop leur donner de surnombre. En cause des palais perdus, des cafouillages, parfois un certain manque d'entrain et des vedettes, des espoirs aux abonnés absents. Quelques bagarres ont certes réveillé la patinoire, mais difficile d'y voir un match réellement accroché. Quand tu es professionnel, il n'y a pas d'excuse. Moi, je demande aux joueurs d'être présents, chaque match, chaque entraînement, d'aller à fond. 4-1, score final. Rouen, à défaut d'être impressionnant, a su être réaliste et appliqué, suffisant face à des Grenoblois décevants. Et pour être complet, hier soir, sachez que dans le derby au Savoyard, l'équipe de Morzine Avoria-Léger a enfin remporté la première victoire de sa saison. C'était face aux Chamois de Chamonix sur le score de 4-1. Et avant de refermer cette page hockey, on jette un coup d'œil sur le classement pour s'apercevoir que Grenoble glisse, perd 2 places et se retrouve 5e. Et puis tout en bas, avec 4 et 3 points respectivement, on aperçoit Morzine Avoria-Léger 12e et Chamonix 13e. On passe au sport automobile avec un pilote qui n'est plus à un défi près. Vous l'avez rencontré et je vous laisse l'annoncer, Frédéric. Rencontre avec Guerlain Chichery, l'ancien freerider, a délaissé ses skis depuis quelques années pour s'exprimer avec un volant entre les mains. Après le rallye version WRC, après être passé du côté rallye également façon grands espaces avec le Dakar, le voici maintenant en rallycross, une discipline qui se pratique sur un circuit fermé avec des voitures qui méritent vraiment le nom de petits bolides. Le cœur de Guerlain Chichery ne fait pas boum boum, mais plutôt vroom vroom. Depuis quelques années, le Tignard carbure aux émotions fortes distillées par le sport automobile. Et son dernier coup de cœur, c'est le rallycross. Cette drôle de discipline qui se pratique dans des voitures roquettes, des missiles à 4 roues, des fusées qui ne demandent qu'à décoller. Quand ça part, bam, premier virage, on est des 6 de front, déjà on est à 100 et quelques km/h, c'est juste fou. Et voilà, tout se fait en dérive tout le long, enfin vraiment c'est vraiment ce que j'aime, mais voilà, il faut apprendre parce que c'est une nouvelle discipline, vraiment. C'est comme si passer du freeride à ski alpin en descente ou en géant, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et c'est pas le même sport. Ça reste du ski, mais c'est pas le même sport. Donc, et puis j'étais pas bon en géant. J'étais bon à sauter des barres rocheuses, mais j'étais pas bon en géant. Donc il y a du boulot, mais ça va le faire. Et il va falloir apprendre à maîtriser toutes les subtilités de la conduite d'un ensemble qui pèse 1 tonne et qui développe de 5 à 600 chevaux. Apprendre à dominer sa voiture et à juguler la fougue de ses adversaires, des pilotes de renom qui viennent de tous les horizons pour rouler, glisser, frotter. Il y a une partie qui est sur la terre, une partie qui est sur l'asphalte. Ça donne vachement ce côté aléatoire. Il y a du contact, donc forcément pour doubler, des fois il faut s'imposer un petit peu. Des fois il faut condamner, il faut fermer un peu les portes. Donc on est obligé de condamner un peu la ligne idéale pour fermer les portes. Donc tout ça fait que puis il faut s'attendre à tout moment qu'on va prendre un coup de tampon derrière. Donc du coup c'est vraiment très différent. Et en plus je pense que c'est vraiment une discipline qui est vraiment vouée à grossir. Quelqu'un qui n'est pas fan de sport auto, qui aime juste le visuel, qui aime ce côté un peu randonnant, c'est facile à comprendre, c'est compréhensible, ça dure 2 minutes 30, c'est un départ, une arrivée, c'est le premier qui arrive, c'est facile. Donc c'est génial. C'est ski cross. Exactement, c'est ski cross. Voilà. C'est ski cross et c'est ce qui plaît à Guerlain Chichery, qui troquera prochainement sa conduite rallycross pour sa tenue rally raid, puisqu'on le retrouvera en janvier au départ du Dakar 2016. Voilà, avant de parler boxe, un petit mot de handball ? Effectivement, pour rappeler la victoire des Chambériens hier en Coupe EHF, ils se sont imposés en Slovaquie sur le score sans appel de 31-28. Ils sont donc qualifiés pour le 3e tour. Merci. Direction le ring maintenant avec pour cible les prochains championnats de France de boxe catégorie super moyen. Un événement qui n'est pas arrivé à Grenoble depuis 32 ans, un championnat de France de boxe
professionnel, organisé cette fois-ci par le Ring grenoblois, où s'entraîne Nicolas Dion. Professionnel, lui, depuis 2 ans, il espère bien briller devant son public et surtout en décrochant le titre. Ça bosse dur et ça boxe sérieux entre les cordes du Ring grenoblois. Normal, l'échéance approche et Nicolas Dion n'a plus qu'une idée en tête, décrocher le titre de champion de France des super moyens. Il l'a raté une fois, ça lui a servi de leçon. La première fois, on va dire un peu un manque de chance, un manque de métier, de maturité dans ma boxe. Et ça s'est corrigé? Oui, plus que corrigé. Non seulement c'est corrigé, mais en plus de ça, on a progressé et je suis à point. Pour sa première séance de travail matinal, Nicolas Dion prend la leçon avec Hussein Behram. 5 fois champion de France en professionnel. Pour lui, pas de doute, Nicolas va rajouter une victoire aux 14 qu'il a déjà connus en 17 combats. Il est très physique, il peut faire 15 rounds, il est même préparé pour 15 rounds. C'est quelqu'un qui est puissant et qui peut faire le rôle de rouleau compresseur sur son adversaire. Donc il a toutes ses chances jeudi prochain? Oui, il a intérêt, sinon il ne s'entraînerait pas. Jeudi prochain, ce sera le 22 octobre. Face à Mathieu Royer, Nicolas Dion sera seul sur le ring. Mais il pourra compter sur l'appui du public grenoblois, qui n'a pas vu de championnat de France professionnel depuis plus de 3 décennies. On est fiers d'organiser ce combat parce qu'on a un bon boxeur, Nicolas Dion, qui va créer une grosse surprise ce jour-là. Et en espérant que 32 ans après Franck Lucier, on ait un autre champion de France professionnel dans la région grenobloise. 5 autres combats avec des boxeurs de la région compléteront la soirée, dont un féminin, auquel participera Zane Bridge, lettonne d'origine, mais qui s'entraîne elle aussi au Ring grenoblois. Maintenant, ma rubrique favorite, votre réjouissante et toujours surprenante revue du web. Il est l'heure, effectivement, de prendre le chemin de la revue du web et de jeter un coup d'œil à 4 bouts de vidéos spéciales sport. Au menu, cette fois-ci, on va commencer en se jetant à l'eau et on va finir avec une bande-annonce de film glisse avec des images vraiment bluffantes. En allant à la pêche aux vidéos sur internet, on est tombé sur un drôle de poisson. Un poisson volant plutôt impressionnant. Porté par le vent, on a l'impression que notre kiter ne va plus jamais redescendre. Une fois au sol, il est pas mal non plus. À vous de choisir, c'est à la carte, on ne peut pas se tromper, il n'y a rien à acheter. Easy, bro. For watching and see you next time. Aller au bureau à vélo, ce n'est pas qu'une image. Pour certains, c'est la réalité. La preuve avec ces 2 bikers qui prennent l'ascenseur pour rejoindre leur poste de travail. Des employés pas trop modèles, mais des top riders, qui rentrent par la porte pour mieux s'échapper par la fenêtre. Autrement dit, boulot, vélo, let's go. Dans la série « Et toi tu fais quoi avec un ballon de rugby ?» Voici Andrew Wilding, un freestyler qui ne tourne pas en rond avec un ballon ovale en main. Tout seul dans son jardin, il se déchaîne et enchaîne à tour de bras des figures qui n'appartiennent qu'à lui, à mi-chemin entre rugby et tectonique. Et on se quitte avec un teaser de folie. Laissez-vous aller, porter, glisser, mais gardez bien les yeux ouverts, car il ne faut rien rater. Backyard Project, c'est le nom de cette production où l'on retrouve Sam Favré, le rider chamonniard, et quelques-uns de ses meilleurs amis. En 3 S comme ski, surf, skate, on fait le tour de sa planète. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers et à plus tard.
On se quitte avec, pour la page sport en tout cas, avec l'affiche de la semaine prochaine, c'est du hockey sur glace. Chamonix accueillera les Brûleurs de Loups de Grenoble. Chamonix a vraiment besoin de points pour sortir du fond du panier et Grenoble, lui, a besoin de points pour rester en haut du panier. Donc un match sans doute tendu avec du gros spectacle. Merci Frédéric, bonnes vacances. Merci. Je vous le disais dans les titres, l'instrument est unique au monde. C'est un modèle d'architecture, une prouesse technique qui a nécessité 5 années de conception et de fabrication. Il s'agit du nouvel orgue de l'église Saint-Laurent à Bourdoisan. Inauguré aujourd'hui, il a de quoi étonner. C'est un reportage signé Céline Aubert et Franck Serroni. C'est une colonne de lumière placée dans le cœur. Un cristal comme ceux que l'on trouve en montagne. Un orgue unique en son genre qui emporte l'âme et murmure à l'oreille musicale. C'est un instrument qui est à la fois effectivement l'instrument d'une communauté chrétienne, mais c'est aussi l'instrument d'une collectivité qui est celle du Bourdoisan et puis de tous les mélomanes. Il y a une classe d'orgue qui a été créée pour le faire vivre. Et c'est vrai que dans cette idée, dans cette image de la résurrection, on voulait quelque chose qui soit aussi, qui puisse parler à des gens qui n'ont pas forcément la foi, mais qui leur parle sur un autre mode, sur le mode sensible, que ce soit juste un plaisir aussi de l'œil et une envie de l'entendre, juste en le voyant. Voilà. Cet orgue a été imaginé et conçu pour faire corps avec l'église Saint-Laurent, un bâtiment du 19e siècle dont les voûtes ont été restaurées dans les années 80. L'instrument symbolise l'élévation, complétant les vitraux qui évoquent le chemin de croix. Pour concevoir cet objet hors norme, il a fallu 5 années, 9000 heures de travail dans les ateliers de Bernin. Une prouesse technique. L'orgue est exceptionnel en ce sens qu'il est tout en hauteur. Il fallait adapter la partie instrumentale à cette colonne de lumière telle que l'a voulu l'architecte Martin Bacot. Et avec un problème tout particulier pour l'alimentation des tuyaux de façade, puisqu'ils sont en suspension dans le vide. Il fallait imaginer tout un système d'alimentation des tuyaux par les arceaux. Des tuyaux en suspension au buffet en bois blanc, l'orgue de Bourdoisan n'a rien d'ordinaire. Un instrument nouvelle génération avec un ordinateur intégré et une partition numérique, ce qui demande toutefois une grande maîtrise de l'organiste. C'est tout simplement éblouissant. Et cette lumière-là est éblouissante, voilà. Puis on est très heureux en plus, mais ça c'est évident. Comme tous les orgues, celui de l'église Saint-Laurent a un son bien à lui. Il s'inscrit dans le style baroque allemand, mais là encore, avec une pointe de modernité. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Demain, Daniel Despin sera au rendez-vous dès midi pour un premier tour de l'actualité régionale. Bonne soirée à tous.